il a fait un truc qui est historique, c'est-à-dire que on a eu des combats légendaires en France. On a eu Cyril Gane contre John Jones, contre Francis Ngannou, on a eu Manon contre Rose, on a eu Benoît contre Poirier. On n'a jamais eu de victoire légendaire. En tout cas, pas de cette et encore moins de cette façon. C'est-à-dire que là, il a éteint la légende dans son domaine de prédilection, le striking. À des années, il se regarde dans le reportage et tu sens qu'il se regarde, il chauffe un peu, tu vois, il bouge un peu, il fait un petit shadow, il est là, il se regarde. Et là-dessus, ça arrive au reportage de Nas. Donc Nas, il regarde l'écran et Adesanya, il se met face à Nas et il regarde comme ça. Et Nas, il ne voit pas que Adesanya le regarde. Donc lui, il regarde l'écran et Adesanya, il le regarde genre, ça y est, c'est toi mon prochain défi. Pour moi, une erreur que les gens ont fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il est trop agressif, il va trop vers l'avant, il est trop bagarre. Non, c'est sa force. Tu ne peux pas lui enlever ça. Le mec, il gagne ses combats avec ça. Confiance dans la capacité à Benoît à performer à haut niveau. Parce que Benoît, il est encore jeune, parce qu'il est très athlétique, parce que je vois plein de choses qu'on peut changer et qui peuvent changer son niveau. Et donc, j'ai confiance dans ses possibilités d'évolution. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale. On reçoit du monde, on s'est déplacé sur la ville de Marseille. On reçoit Maxime François, Nicolas Haute et Thomas Loubersan. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Ça va très bien, on dirait. À domicile. Petite question avant de rentrer dans le détail de certains sujets. Qu'est-ce qui vous lie tous les trois? La passion. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites ce genre de stage ensemble? Vous participez, vous avez aussi des combattants en commun. Qu'est-ce qui relie tout ça entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas au-delà du sportif? Ouais, bah, bien sûr, il y a au-delà du sportif, il y a aussi des philosophies qui convergent. Et puis, je pense qu'il y a une appréciation mutuelle pour la qualité du travail proposé par chacun. Il y a un grand respect de Thomas et de tout ce qu'il a accompli dans le grappling, de Maxime et tout ce qu'il a accompli dans la lutte. Et donc, ce truc-là, ce respect et cette appréciation mutuelle fait qu'on a envie de se rassembler pour partager notre savoir. D'accord. Aujourd'hui, toi, Thomas, tu es spécialisé dans le grappling. Ça fait de longues années que tu es là-dedans. Aujourd'hui, tu as une concentration de compétences qui s'apporte aussi dans ton travail personnel, puisque tu les fais participer à tes stages. Qu'est-ce que tu trouves, qui t'apporte Nico et Maxime? Qu'est-ce que t'apporte Nico et Maxime dans tes stages? Je pense qu'on se rejoint sur le fait qu'on est des très gros travailleurs avec des tempéraments différents. Et justement, cette différence fait qu'on s'apporte, mais on se complémente. C'est-à-dire qu'on se pousse à évoluer. Moi, j'ai des dialogues en off avec Maxime et Nico. Et je pense que dans nos dialogues en off, on évolue. On a besoin d'apprendre des nouvelles choses. Je pense qu'on s'observe, on s'écoute. Et en plus de faire ensemble sur le tatami. Et on a des points forts chacun dans des domaines un peu différents. Mais au fond, on a la même méthode de travail. Ok. Maxime, toi, tu es assez spécial dans le sens où tu n'es pas exposé médiatiquement. Est-ce que c'est un choix de ta part ou pas forcément? C'est que ça ne vient pas vers toi? Non, moi je viens de la lutte. La lutte, c'est un sport très méconnu. On parle aussi d'humilité, mais c'est pas à moi d'en parler. Et du coup, on n'est pas sur ce rapport de réseaux sociaux, de travailler ça. J'essaye, je m'y mets un petit peu. J'ai des conseils de Thomas, de Nico sur l'aspect vraiment développement. Développement aussi, parce que c'est ça aussi qui peut aussi devenir un gagne-pain sur des futurs coachings ou des futures collaborations par la suite. Et voilà, mais c'est pas mon envie première de péter le million de followers pour être connu comme ça. Moi, j'aime bien travailler. C'est pour ça aussi que je suis proche de Nico et Thomas. C'est qu'on a la même philosophie dans le sport, dans la vie aussi. Mais sur le sport, on a vraiment le travail. En fait, mon travail de lutte, c'est exactement le même travail que Thomas le fait au sol. C'est exactement la même philosophie que Nico apporte dans le MMA. Et donc là-dessus, c'est pour ça qu'on se complète et que on aime bosser ensemble. De l'extérieur, ça se voit parce qu'il y a une corrélation autour de vos compétences. Et même on sent que c'est naturel. C'est pas quelque chose de forcé. Vous n'êtes pas obligé de travailler ensemble. Et ça, on le ressent. Enfin, le public le ressent comme je peux le ressentir moi. Et je pense que c'est important et ça fait plaisir, surtout que vous évoluez ensemble de manière naturelle. Nico, pour revenir à toi, tu sors dernièrement d'une victoire historique de Nassourdine face à Israël Adesanya. Et d'une série oui, d'une série de 4 victoires en un an, c'est assez incroyable. Franchement, je pense que le public devait être aux anges comme j'ai pu l'être. Ce combat, comment il est venu à vous? Vous sortez d'une victoire face à Allen, où il y a eu ce premier round assez compliqué, puis ces 2 derniers rounds en maîtrise. Derrière, on vous propose Adesanya. Comment c'est arrivé à vous tout ça? Très rapidement, on nous a parlé d'Israël Adesanya, sans que ce soit confirmé dans un premier temps, avec cette idée, cette hypothèse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour garder la forme, pour voir aussi autre chose, parce que Nassourdine, depuis
très longtemps, il avait cette envie d'aller aux États-Unis. Il a profité de cette période de pause pour aller aux États-Unis et faire comme un pré-camp, rester en forme. Parce que nous, on structure le camp autour de Nassourdine et autour d'un objectif. Et comme pour l'instant, il n'y avait pas d'objectif précis, il a commencé à s'entraîner là-bas, où il a fait des cours qui sont des cours de MMA avec plein de combattants de MMA, mais quand même assez centrés sur la lutte. C'est ce qu'ils font beaucoup là-bas. Et voir d'autres méthodes de travail, voir comment ils faisaient, évoluer auprès d'autres fighters comme Shafkat par exemple. Et puis ensuite, quand on a eu confirmation de la date, l'idée c'était de revenir bien en amont en France pour pouvoir commencer le training camp spécifique pour Israël Adesanya. Et dans ta vision du MMA, tu le situes où Adesanya? C'est quand même une légende de ce sport, multiple défenses chez les middleweight, il a quand même défendu sa ceinture à plusieurs reprises. Tu le situais où toi? Est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu t'es dit qu'à un moment donné, je vais être coach d'un combattant qui va affronter Israël Adesanya pour potentiellement derrière un combat pour le titre? Non, c'est surréaliste. C'est-à-dire que le moment où on est avec Nassour et on attend la pesée, on est les premiers et donc on attend. Et puis à un moment, il y a un mec qui tape sur l'épaule de Nassour et c'est Israël Adesanya. Il est là debout comme ça, il tend la main et il dit bonjour à Nassour. Il lui tend la main très respectueux. Et puis ensuite, il me serre la main et puis ensuite, il va vaguer à ses occupations. Et tu dis, ça y est, on y est, on va affronter Israël Adesanya et le but, c'est de le battre et le but, c'est de le finir. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien sûr, il y a un cheminement dans tout ça, mais quand tu débutes dans le coaching, tu ne penses pas que tu vas arriver forcément à ce niveau-là. Et vous les gars, quand vous avez vu ce combat-là, ça a été quoi votre première réaction, Maxime? Moi, déjà, le fait d'annoncer ce combat, c'est vraiment ouf ici pour tout le public français. C'est une plus-value pour le travail de Nico. C'est une plus-value parce que Nassour, on sait qu'il est capable de le faire. Et il l'a fait, il l'a prouvé. Et en fait, il a besoin d'avoir aussi ces paliers-là pour montrer en fait à tout le monde qu'il en est capable, que c'est lui entre guillemets, à l'heure d'aujourd'hui, et aussi l'image du MMA français, on va dire. Et, enfin, l'étoile montante qui monte le plus proche de la ceinture. Et du coup, c'est bon pour tout le monde. C'est même pour le MMA français en règle générale. Il a fait un truc qui est historique, c'est-à-dire que on a eu des combats légendaires en France. On a eu Cyril Gane contre John Jones, contre Francis Ngannou. On a eu Manon contre Rose. On a eu Benoît contre Poirier. On n'a jamais eu de victoire légendaire. Ouais. En tout cas, pas de cette et encore moins de cette façon. C'est-à-dire que là, il a éteint la légende dans son domaine de prédilection, le striking. Ça n'a jamais été fait auparavant. Aujourd'hui, il est numéro 1 mondial. Ça aussi, c'est un accomplissement. Et pour revenir à ce que tu disais sur Brendan Allen et même le reste de la carrière de Nassour, ce que je disais à Nassour il y a 6 mois, je disais, tu as une carrière qui va prendre de la valeur a posteriori. C'est-à-dire que hier, on a Jared Cannonier qui a mis KO Robocop. Ouais. Et donc, on se rend compte que quand Nassour, il y a 6 mois, il le met KO, c'est pas que Cannonier il est fini, c'est juste que Nassour, c'est l'étoile montante. Et donc, quand il y a 2 ans, Nassour, il bat Buckley. Aujourd'hui, Buckley, il est sur une série de victoires incroyables. Et donc, a posteriori, la plupart des victoires de Nassour, elles prennent de la valeur. Oui. Et je pense que sa carrière, plus elle va avancer dans le temps et plus elle va prendre de la valeur a posteriori. D'ailleurs, Dolidze Vettori, c'est quand? Et Dolidze Vettori, je ne sais pas, c'est bientôt, mais on a vu Dolidze effectivement qui a battu un 93 kg sur son combat suivant. Je ne serais pas étonné de Dolidze de le revoir venir derrière dangereusement, revenir vers le haut, parce qu'attention. Allen aussi, très fort, très dangereux. Moi, sur la question que tu as posée, je ne vais pas le voir tout à fait pareil à Adesanya. Je veux dire que c'est juste de la concrétiser ce qui a été fait. Pour moi, la partie la plus dure, elle a été faite les matchs d'avant. Quand j'ai été dans le camp de Dolidze avec Nico, les matchs qu'il a fait jusqu'à Allen, pour moi, c'était là le plus dangereux parce que tu es un peu moins à la lumière, mais c'est des gens très dangereux et des configurations qui sont très dangereuses. Et en fait, presque quand Adesanya est arrivé, je dis ok, là, il faut juste qu'il le concrétise. Mais pour moi, les matchs d'avant étaient peut-être plus dangereux. Hein. Ouais. C'était des parce que tu n'as pas la pression médiatique et tout. Mais pour moi, je n'ai pas vécu Adesanya comme l'historique. Le mot, je mettrais sur cette Adesanya. Mais je dirais, le level, ça a été les 3 matchs top 10 qui sont arrivés. Donc pour moi, c'était inévitable, un grand nom à un moment. Il a provoqué, c'était inévitable. Et par exemple, tout à l'heure, tu disais à Nico, est-ce qu'un match comme ça, oui, c'est normal quand il se voit en tant que coach au départ, pas forcément se voir directement, mais en fait, c'est pas irréaliste. Ça va être de plus en plus sa réalité. Ça va être, Nico va être de plus en plus dans un coin à affronter des grands noms comme ça. Oui. Non seulement par Nas, en espérant aussi pour Benoît à la suite et d'autres, mais il a provoqué aussi. Nico a pris beaucoup de risques dans les matchs d'avant. Peut-être que le grand public ne l'a pas vu, mais dans la forme de travail et les risques qu'il a pris énormément de risques.
Oui. Et ben pour moi, il ramasse le fruit d'un travail. Oui. Et à travers, attention, des combattants qui prennent les risques aussi. Mais c'est un camp, hein, au-delà du travail, de risque. Hein. Très bien managé par Younes. Nassourdine, c'est le premier à avoir fait des décisions avec des parts de risque de deux camps. Nico arrive avec la part de risque et l'attente qu'il y a derrière. En fait, tous ces parts de risque, je me dis, ils ne pouvaient que avoir ça au fond si ça se passait bien, et tout s'est bien passé. Et le choix de faire des camps depuis un an 100% français. C'est-à-dire qu'on s'est exporté en pré-camp aux États-Unis, mais ce n'est pas là le cœur de travail qui a été fait. Sinon, c'est une préparation en un an, 4 top 10 à l'UFC, sur des camps préparés entièrement en France, avec des sparring partners spécifiques pour chacun des camps. Mais les talents français qu'on a été chercher à chaque fois. Il y a eu la sueur, il y a eu la difficulté dans les camps des combattants. Il y a eu le cadre qui a été super bien fait. J'ai été que sur un mois. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une part en off de prise de décision qui sont très délicates parce que tu ne le sais pas tant que tu n'y es pas dedans, qui sont monstrueuses et qui, là, ont eu la réussite. Donc, c'est beau. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis parce que je me souviens que c'était un débat qui était pas mal dans le MMA français. On évoquait beaucoup le fait de faire des carrières à l'étranger. Je sais que toi, tu étais contre ça. Tu disais qu'on avait les moyens de faire ça en France et aujourd'hui, c'est clairement une réussite pour toi. On sent que, tu sais, depuis que tu as récupéré Nassourdine, il y a plus d'un an, en 2024, c'est 4 victoires consécutives face à des personnes classées dans le top 10. C'est assez incroyable. Quand tu le récupères en début 2024, mentalement, tu le récupères comment? Non, il y a un an, il était déjà fort, Nassourdine. Il est déjà très fort. Mais je constate qu'il y a des petits réglages à faire qui nous permettent de progresser énormément. C'est ce que j'avais dit déjà à l'époque. J'avais dit, pour moi, Nassourdine, il a 50-60% de là où il peut aller. Et quand on va faire tous ces petits réglages, toutes ces mini prises de décision, on va l'emmener beaucoup plus haut encore. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure que le niveau d'opposition augmente, il a des victoires qui sont de plus en plus décisives. C'est-à-dire qu'il s'impose plus face au très haut niveau qui s'imposait avant face à des niveaux qui étaient un peu plus faibles. Je pense qu'il n'y a pas une configuration générale qui va coller à tout le monde. Là, par exemple, on ne peut pas nier que Nassourdine est arrivé jusqu'à un top 15 avec les coachs qu'il a eu avant. Et le travail, et encore aujourd'hui là-dedans, il y a un gros travail qui a été fait. Par contre, le fait qu'il ait switché sur un camp plus personnel avec des gens qui peut-être s'investissent plus et qui vont chercher les détails de haut niveau, c'est là où peut-être on voyait qu'il y avait un plafond à top 15 et que ce plafond a été cassé clairement par cet investissement et ces recherches de détails à plus haut niveau. Le MMA Factory a fait un très gros boulot et monstrueux en ayant une factory, le mot usine, c'est peut-être une recherche de travail de masse et ça a été beau. Et effectivement, peut-être qu'à un moment, et ce n'est pas une critique que ce soit positionnelle, c'est qu'à un moment, je pense que Nas a désiré quelque chose de plus précis avec quelqu'un qui… Je pense que Nico a été dans une phase aussi où il avait le temps, son désir, à dire ok, on prend ce défi, mais j'ai le plein temps, plein potentiel à y aller là-dedans. Ils ont eu un projet commun là-dedans, je pense, un intérêt commun. Et là, on a vu que là, en un an, 4 top 10, il y a eu un truc de nouveau, quoi. Et tu sais, je me pose la question, Nico, avant de poser une petite question à Maxime. C'était une volonté de votre part de rester actif? Parce qu'on sait que quand on est actif, on est plus en forme et on a moins ce temps de repos de se dire ouais, il faut que je me remette en camp, il faut que je me remette en selle, etc. Il faut que je refasse tout le nécessaire en amont pour revenir au meilleur de ma forme. Est-ce que c'était une volonté de votre part? C'était une vraie volonté. Moi, si tu regardes, la plupart de mes combattants, ils sont très actifs. On essaye de viser un minimum de 3-4 combats par an, ce qui est assez volumineux pour le MMA, surtout quand tu montes en niveau. Tu regardes Delphine Benouesh, elle est très active. Nassourdine Imavov, il est très actif. Et de manière générale, je suis quelqu'un qui préconise l'activité. Pourquoi? Parce que je pense que le combattant, surtout le combattant de haut niveau, le compétiteur, il progresse quand il a une vision, quand il a un objectif, quand il a un défi devant lui. Et finalement, chaque défi lui permet de concentrer son énergie vers quelque chose et donc de progresser parce qu'il y a une date dans laquelle il doit progresser. Et le combattant de haut niveau, c'est ce qui fait, je pense à Thomas, quand il a enchaîné je ne sais pas combien de tournois, qui s'est fait ce défi d'être numéro 1 mondial. À chaque tournoi, il progressait un petit peu parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait un objectif. Et le combattant, il a besoin de ça. Et en plus de ça, comme tu dis, le fait de rester en forme permet de construire au fur et à mesure et pas de construire, détruire, construire, détruire. Oui. On garde le même cap tout le long. Ouais. Et Maxime, tu vois, toi, je sais que tu as pu observer. Excuse-moi de couper, mais dans ce qui reprend, moi, parce que ce que j'ai ressenti en IBJF, c'est que quand tu as un projet, par exemple, d'une ceinture ou d'un titre ou d'un classement, tu vis moins, tu es moins bouffé par le combat en soi. Quand tu n'as qu'un combat, peut-être ça peut te bouffer. Mais quand tu dis, oh, il y a ce combat, et même si tu as 3 ou 4 combats, mais que c'est pour ce titre-là, tu es détaché un petit peu.
Oui. Tu vois, tu vis moins trop la chose. Et je pense qu'il y a une assurance. C'est pour ça que même j'aurais une question à Nico. C'est OK, maintenant que vous arrivez à être classement numéro 1, est-ce que vous allez garder cette politique, si par exemple il n'y a pas la ceinture, est-ce que vous allez garder cette politique de faire un match de plus ou pas, ou là, de se dire, par exemple, on a vu qu'ils voulaient Strickland tellement, mais là, on a vu aussi, non, la priorité c'est la ceinture. Mais là, si par exemple l'UFC ne viendrait pas donner le match pour la ceinture, là, ce qu'on ne souhaite pas, hein, mais est-ce que tu garderais à ce moment-là quand même le fait de dire, vaut mieux rester actif, ou de dire, non, là maintenant, on change, on attend la ceinture. Là, est-ce qu'il n'y a pas un changement de politique à envisager? En fait, c'est une question qui est très délicate parce qu'elle mêle l'intérêt sportif et financier. Oui. Et donc, il y a une décision, il y a des poids dans cette décision qui ne sont pas uniquement sportifs. Il y a l'aspect financier qui prime aussi. Et donc, on verra parce que moi, encore une fois, moi, je veux privilégier l'activité. Nassourdine, il est dans cette optique aussi parce que je pense que le fait d'être très actif lui permet d'être très en forme. Donc, c'est très important. Tu vois, je pense que par exemple, s'absenter 6, 7, 8 mois, 9 mois et reprendre tout de suite quelqu'un de très fort, ce n'est pas forcément aisé. Donc, c'est des décisions qu'on va prendre. On n'a pas toutes les cartes dans ces décisions. Je pense que il y a les bras de fer qui sont encore plus forts. il y a des bras de fer qui sont encore plus forts. Et je pense que voilà, dans les semaines à venir, je pense qu'on aura des précisions. Je vais rebondir dessus. D'abord, je vais poser une petite question à Maxime. Maxime, toi, tu as vu évoluer Nassourdine. Tu l'as vu parce que tu as participé à des camps, tu as été au Venom Training Camp, etc. C'était quoi ton regard sur lui, sur lui et son évolution? Il y a une évolution constante du début à la fin, tous les jours. C'est-à-dire que ça soit sur tous les aspects. Moi, j'étais juste là pour la lutte et puis pour donner quelques détails à Nico quand il avait besoin. Moi, je travaille comme ça avec Nico. C'est-à-dire que c'est pas moi le coach de lutte attitré à Nassourdine. Moi, je viens, c'est Nico qui me fait venir. Nico, il me fait venir. S'il a besoin de détails ou quoi que ce soit, j'interviens quand il y a besoin. Il a sa philosophie. Des fois, il peut avoir un petit besoin de détails sur l'aspect offensif ou défensif de la lutte. Moi, j'interviens à ce moment-là pour le faire. C'est pas moi qui a fait évoluer Nassourdine sur la lutte. Il a des sparring très compétents comme Ahmed Salamov, qui est pour moi un des meilleurs sparring en France sur le fait de la lutte, du grappling et du MMA en général. Et donc, il est très bien entouré. Maintenant, sur l'évolution par ces petits détails, comme Nico il a dit, c'est pas Nico qui a fait Nassourdine. Il y a eu une base du Factory avant, il ne faut pas le négliger. Mais Nico, il apporte ces détails. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec Benoît. C'est-à-dire que Benoît, c'est pas moi qui lui ai appris la lutte. Benoît, il a son judo, il a sa base. Et là, nous, on est là pour le, entre guillemets, le haut niveau. Et le petit détail, le petit plus qui va faire que ça va passer, ou on va pouvoir être plus serein sur des choses. Un exemple tout précis que j'aime bien prendre, c'est sur Brendan Allen. Ouais. Brendan Allen, le match avec Nassour, premier round, ça se passe un peu mal. Deuxième round, il trouve le truc et il trouve le timing sur la défense. Le positionnement où il défend sur les jambes et qui reste un peu à quatre pattes au-dessus de lui, un peu position bras-tête, c'est un truc que 2 semaines avant, en fait, j'insiste auprès de Nassour en lui disant « Nassour, prends confiance dans cette position parce que ici, après, tu peux te permettre de soit switcher, faire un truc que tu veux au sol, soit repartir en striking, soit tout simplement récupérer et reposer. » Et sur le combat de Brendan Allen, sur le deuxième et troisième round, quand il défend bien le takedown, il prend des temps d'attente. Et là, en fait, c'est des choses qu'il comprend, qu'il a compris et qu'il met en application. Voilà. Et en fait, ce que Nico il dit souvent aussi, c'est que quand on travaille aussi avec Nassour, et des fois aussi avec Benoît, c'est pareil, c'est que la première chose, quand moi je vais intervenir et je vais montrer quelque chose, il ne va pas forcément aimer ou il ne va pas le sentir. Nico, il dit pratique, fais-le. Et après, on voit si on le prend ou si on ne le prend pas. Il le fait, et après il se rend compte qu'en fait, ouais, c'est bien. Ou des fois, non, c'est pas pour son style. On est dans le truc. Il ne faut pas avoir d'ego aussi. J'ai pas d'ego de ça, de dire ah mais attends, j'ai montré un truc, il ne veut pas le prendre. Ouais. On est là pour l'athlète et on lui donne ce qu'il a besoin. Si moi j'ai une façon de faire ou un détail qui n'est pas bon, j'ai pas de problème à dire bon bah on le prend pas. Et le détail de Nico ou le détail de Thomas, il est meilleur et on fait ça. C'est pour ça aussi que pour revenir à la toute première question du travail ensemble, on est là-dessus. On n'a pas forcément d'ego et on peut travailler et écouter les uns les autres par rapport à l'aspect commun, c'est-à-dire l'athlète. C'est Nico. Ça, c'est parce que, en fait, moi, quand même, je pense du principe que Nassourdine, c'est un caractère. Il va être dur. Et il le faut, un combattant qui n'a pas du caractère dur. Moi, j'ai ma manière d'être atypique. Toi aussi, un peu plus. Tu as un comportement plus truc, mais tu as quelque chose de très imposant. C'est pour moi le rôle du head coach qui doit être ce filtre, qui doit prendre le temps, qui doit faire comprendre les choses.
Si tu as une manière de contrôler, d'imposer trop le head coach, je pense que tu vas éteindre le caractère de truc. Tu ne peux pas prendre un grand combattant ou un grand coach qui a eu une grande expérience et qui n'est pas atypique. Et c'est là où Nico, il est très très bon. C'est-à-dire que je le trouve neutre dans ses relations. Et je dirais même que du coup, que c'est neutre dans le sens où ça laisse la bienveillance, mais ça ne plaisante pas au niveau du travail. Par exemple, Nico, on a des messages, c'est quand on parle, comment dire, si il me demande, je viens, s'il ne m'appelle pas sur un entraînement, il n'y a rien. Parce que je sais de base que s'il ne trouve pas l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Parce que je sais qu'il est compétent et ainsi de suite. Si moi, je fais un jour un stage, j'ai un truc intéressant et qu'il me dit c'est bien, je sais que même je ne serais pas surpris qu'un autre jour, il le montre dans un camp. Il y a les compétences, il y a le caractère et le coach là-dedans, c'est pour moi un filtre. Il est là pour dire tout ce qui est compétent et constamment apprendre. Moi, par exemple, j'apprécie le peu qu'on se voit, qu'on se croise nous, parce qu'en fait, moi, je suis fort, j'ai mon caractère, mais ma force et mon caractère, il peut être aussi dépassé par la mode et les nouveaux cycles. Donc, j'ai besoin d'un jeune qui est tout le temps dans un développement personnel constant. Moi aussi, du coup, il me dit, ah, il faut que je continue à me développer personnellement. Et c'est ça qui est fort. Nassourdine, il a un caractère. Nassourdine, il est tellement respectueux, si tu manques de respect, il peut partir. Et c'est pareil, je pense, dans l'appréhension technique, il peut être très dur. Et quand il va boxer ou autre, il va être très dur. Donc, c'est pas facile de changer et de faire évoluer comme ça. Et c'est là où je trouve que Nico, il est très, très, très fort. Il amène d'une manière assez bien faite qu'il va falloir qu'il entende. Et après, il y a débat. Ça, c'est ce que je pense. Et ça, sur la longueur, ben, ça peut que payer. C'est Max, il est très très fort sur la lutte. Moi, je trouve personnellement sur la lutte défense. Je l'ai déjà vu très vite quand j'étais encore actif en grappling. On avait tourné la première fois ensemble. Je l'ai recontacté derrière. J'ai besoin de toi. T'es fort, tu vois. Et ça se voit. Nico, il a de suite compris où il va amener les détails. Max, il a des détails qui changent le game. C'est des game changers. Ouais. Moi, je l'ai vu, on avait travaillé la DCC, la finale DCC où on était ensemble, Nico. Il faut savoir que je me pète les côtes 3 mois avant, donc je fais 1 mois et demi de camp. Ouais. Quand je fais finaliste encore à 41 ans. Mais si tu vois ce qu'il disait là, la confiance en lutte, moi, quand Max me prenait, j'avais une lutte de grappleur. Ça veut dire qu'une position où je suis attaqué, c'est en danger. C'est-à-dire que je pars, je suis inquiet. Et c'est vrai que, là, ce qu'il a dit, le reprendre la confiance sur les positions de lutte, c'est très difficile, je pense, pour les boxeurs et pour les grappleurs. Mais Max nous amène vraiment dans une confiance de lutte. Et ça peut être transféré parce qu'il y a un très bon head coach qui laisse la place aux gens de donner le conseil aussi, le filtre, quoi. Bien sûr. Ouais, le rôle du head coach, c'est vraiment de, comme tu dis, c'est de filtrer et de dire qu'est-ce qui est important pour mon athlète, remettre toujours l'athlète au centre du projet. Qu'est-ce qui est important pour mon athlète à ce moment précis? Moi, tu m'avais choqué sur un truc une fois, je ne dirais pas le nom. Un jour, Nassourdine doit s'échauffer, 5 minutes de boxe, 5 minutes de lutte, 5 minutes de sol. Il fait 5 minutes de boxe. Et là, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans le sens, le mec était en face, on voyait qu'il emmerdait un petit peu Nassourdine techniquement ou je ne sais pas quoi. Et Nico, il dit, on passe à la lutte. Donc, je dois rentrer dans la cage pour m'échauffer. Et là, Nico, il me fait, laisse. Parce que Nassourdine, il dit, non, on continue en boxe. Et je rentre, Nico, il fait stop. Je fais, mais il me fait, non, il veut continuer la boxe. Je fais, ah, Nico, laisse du coup 5 minutes de plus. Là, on entend, pim, pam, poum, pam, pim. Il me regarde, il fait, c'est bon, tu peux y aller chauffer. Mais ça, c'est du génie. Il est revenu, toute la séance a été bonne. Si tu ne laissais pas s'exprimer Nassourdine de cette manière-là, les 2 minutes, je pense que tu faisais pas tu le bridais psychologiquement. Même au-delà de la séance, tu le bridais. Il a laissé les 2 minutes en faisant un peu attention. Là, derrière, c'était un animal. Ouais. Et la séance derrière, elle a déroulé. C'est aussi de la psychologie. Ah, on fait beaucoup. En vrai, on adapte. Il y a un plan de séance, c'est ce que je dis aux gens. Il y a un plan de séance et il y a beaucoup d'adaptation pendant la séance. Ce moment-là, je l'ai trouvé magique. Ouais. Je pense sincèrement que tu disais non, tu commences à essayer de faire un truc qu'il faut faire normalement. Justement, attends, c'est un échauffement. Je pense que ça n'a pas été. Le côté animal derrière, on a vu, la séance s'est déroulée. On a fait, ah ouais, ok. Mais tu sais, Nico, au-delà du sportif, il y a ce qu'il y a à côté. Et je trouve que vous avez, je te l'avais dit à Paris, quand je vous avais croisé, moi je connais Daguerre, très bien. Il y a une entente qui va au-delà du sportif. Et moi, je le sais, et je dis toujours que pour moi, Nassourdine aujourd'hui est à son meilleur niveau, même s'il y a encore une marge de progression, parce qu'il est heureux. Et quand on a un combattant heureux, je pense qu'il peut donner plus et qu'il peut plus s'exprimer. Est-ce que toi, tu l'as senti? Tu sais, c'est ce qui a marqué. On avait ESPN qui nous suivait là-bas. Il y avait d'autres médias, mais ESPN, c'est ceux vraiment qui étaient le plus avec nous. Et en fait, les mecs, ils ont halluciné parce que il y avait un enjeu comme il n'y a jamais eu. Et ils disent, mais en fait, vous êtes détendu, c'est bonne ambiance, ça se charrie beaucoup.
et ça rigole beaucoup, quoi. Vraiment, ça plaisante énormément. Et je dis oui, en dehors des phases où il faut être sérieux, parce qu'il y a le moment où c'est l'entraînement, c'est très sérieux. Il y a le moment où c'est le combat, c'est très sérieux. Mais on n'a pas de raison d'être sérieux. C'est-à-dire que tu as des mecs qui arrivent à l'UFC, la Fight Week, le mardi, ils sont déjà super sérieux. Ça sert à quoi? T'as mardi, t'as mercredi, t'as jeudi, t'as vendredi, t'as samedi, et c'est samedi soir, quelques minutes avant, qu'il faut être sérieux. Et être sérieux 4 jours avant, ça ne sert à rien. Et donc, oui, cet aspect-là que tu dis, très détendu, très familial, très bienveillant, souvent les gens sur le cut, ils hallucinent. Max, il était là sur le cut à Paris. Tous ceux qui ont partagé des cuts avec nous sur NAS, comme NAS en plus, il ne fait pas de bain. Il ne fait pas de bain chaud, il fait un cut en mettant du sweat, une tenue de sudation et puis des shadows, un peu de planche, un peu de sauna s'il y a un sauna, voilà. On est en groupe, il y a de la musique ou il n'y a pas de musique, ça discute, ça rigole, ça fait le truc. Lui, il râle un peu parce que ça ne lui plaît pas. Ensuite, on refait, ensuite on change, après on machin, on rigole. Et au bout de 2-3 heures, le temps est passé, il a perdu son poids, on rentre à la maison. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est une facilité en plus. Et du coup, ça rend le truc facile parce que… Et on veut pas de stress, on ne veut pas d'éléments… moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait que l'environnement il soit pas stressant, que l'environnement il soit relax. Et même, c'est ce que je dis souvent et c'est ce qu'on me dit souvent, oui, dans le coin, comment ça se fait que tu es calme comme ça, etc. C'est le mot principal, c'est ça. Il faut qu'on soit calme pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour pouvoir passer le bon message. Calme et fort. Ouais. Calme et fort. Parce que si tu n'es pas calme, tu le vois, si tu n'es pas calme, tu n'as pas la bonne solution. Mais quand tu regardes un match que tu es chez toi, devant ta télé, tu l'as la solution, tout le monde l'a. Tu la vois la solution, elle est évidente. Mais quand tu es dedans, tu la vois. Donc il faut être le plus loin possible et en même temps le plus près possible pour tout voir, mais avoir le discernement de dire la bonne action ici, c'est ça. Ouais. La magie, elle y est en ce moment. Tout est aligné, il y a la magie. Et moi, on m'a posé une question il n'y a pas longtemps, c'est les questions story sur Instagram. On me dit, Thomas, comment on fait pour le stress avant la compétition? Il y a plein d'éléments, hein, la préparation, ainsi de suite. Mais avant une compétition, un des facteurs qui est bon pour éviter le stress, rire. Il n'y a rien de mieux pour éviter le stress. La musique. Bien sûr. Et c'est, par exemple, il peut y en avoir plein d'autres, mais c'est con, mais rire et le sourire. Oui. Et l'entourage. Et l'entourage. Qui est autour de toi? La meilleure réponse de Nassourdine, elle a été faite après le combat. Quand il prend le micro, il dit entourez-vous de personnes de confiance. Pour moi, c'est le seul truc que j'ai retenu parce que, en fait, ça veut tout dire. Ouais. Du moment où tu as confiance en tes coachs, tu as confiance en tes sparring partenaires et tu as confiance le management et tout ça, c'est-à-dire que tu peux que avancer, tu peux que te livrer à 100%. Ouais. Et en fait, ça veut dire que toi, en tant qu'athlète, tu es là juste pour performer. Sportif. Tu n'es pas obligé de gérer ça, gérer ça, gérer ça. Moi, je pense que le boulot, le professionnel n'est pas la vie personnelle, mais il y a des trucs qui se rejoignent. C'est-à-dire que, tu vois, quand il parlait de recul, comme il parlait il y a 2 secondes, Nicolas, mais, quand tu es dans une relation amoureuse et tu es dedans, tu vois rien. Le pote qui est en retrait, il voit tout. Ouais. C'est la même chose. Et quand tu vois qu'un couple ne rigole plus, ne danse plus ensemble, ne fait pas de choses, c'est pas bon signe. Et si tu regardes la réussite de quelque chose, et quand tu vas avoir une réussite professionnelle, tu vas avoir un bonheur personnel. Mais il faudrait aussi se dire que qu'est-ce qui est le bonheur personnel qu'il faut amener dans le professionnel. Donc le professionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être trop sérieux. Le professionnel ne veut pas dire, tu vois, calme ne veut pas dire mou ou faible. Tu vois, par exemple, le Rascamp, où ils sont venus aussi sur le Rascamp qui est un truc fabuleux, c'est qu'ils voient les sportifs de haut niveau, ils voient des combattants qui, au moment de combattre, ça ne plaisante pas, mais en dehors du tatami, il y en a qui rigolent, il y en a qui s'isolent. Tu vois, ils ont des manières d'être. On n'est pas tout le temps dur dans le professionnel. Nous, par exemple, quand on était à la DCC avec Nico, on marchait, on papotait, on n'était pas du tout dans le dur et pourtant on a fait 6 combats dans la journée. Oui, vous dissociez le moment de détente de là où il faut être concentré, focus sur l'objectif, à savoir un combat, une ceinture ou tel objectif. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas survestir les choses et tout. Oui, il faut se dire que les éléments, on les a déjà. C'est plutôt de maintenir, par l'environnement, de maintenir une bonne énergie, une bonne vibe, un bon sourire, la bienveillance. Il faut le maintenir. Ce qui peut être dur, c'est ça. C'est une personne toxique au milieu, un conflit extérieur qui pourrait venir parasiter ça. C'est peut-être ça qui est calme. Mais en soi, le rire, la musique, le pote qui vient, voilà, et souvent on est bien, on se sent bien. Dans le combat, on a toujours tendance, on a l'impression que pour y arriver, il faut être encore plus dur. Mais l'art des arts martiaux aussi, c'est de se sentir à l'aise dans la distance, à l'aise dans la boxe, à l'aise dans la tête, à l'aise dans le camp, à l'aise avec ses coachs. Clairement. Et je voulais revenir, tu sais, on a évoqué, là on vient d'évoquer le fait d'être
en détente, en dehors de l'objectif, etc., quand on a cet aspect repos, etc., ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ça permet au combattant d'être libéré et d'être bien dans sa tête. Pour revenir au combat d'Adesanya, comment tu analyses cette victoire? On t'a pas entendu sur le sujet. Comment tu interprètes cette victoire? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé dans ce combat-là? Euh, Comment j'interprète la victoire? C'est une victoire par KO. Ça, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Non, mais si tu veux, là où je suis content, c'est que ce qui s'est passé dans ce camp, j'ai beaucoup analysé Adesanya. Et, de prime abord, tu te dis Adesanya, il est très imprévisible, il fait tout et n'importe quoi, entre guillemets. Du coup, il est très dur à prévoir. Et en fait, plus je regardais et plus je me rendais compte qu'en fait, il avait des patterns qui étaient redondants, qui étaient plus ou moins les mêmes patterns. Quand il était en droitier, jab du bras avant, calf kick. Quand il était en gaucher, il boxait très peu en gaucher et il envoyait beaucoup la jambe. Et donc, finalement, en droitier, il faisait plus ou moins tout le temps la même chose, en gaucher, tout le temps la même chose. À partir du moment où tu lui mettais la pression. Parce que si par contre, tu lui laissais une distance pour s'exprimer, le combat devenait beaucoup plus difficile. Donc, la gestion des kicks était l'élément principal. Ensuite, comme tout camp d'entraînement, ce qu'il faut, c'est trouver le sparring partner qui peut imiter. Parce que tu veux faire face à l'entraînement aux mêmes problématiques que tu vas faire face le jour du combat. Et donc, on a une chance inouïe. C'est la chance d'avoir eu Hassan, qui nous vient de La Réunion, qui était un sosie d'Adesanya. C'est-à-dire que anatomie, pareil, capacité à envoyer les jambes incroyable, capacité à changer de garde, même à longe. C'est le sosie d'Adesanya où on le savait, pour moi, meilleure boxe anglaise qu'Adesanya, mais moins bon kick, moins puissant, moins athlétique qu'Adesanya, moins explosif. Et donc, à partir de là, j'avais identifié pour moi ce qui était dangereux ou pas dangereux. Et après, on savait ce qu'il fallait faire. Donc après, tu fais des tests. En fait, les entraînements, c'est que des tests. Quand Hassan il est venu de La Réunion pour la première fois pendant 3 semaines, pendant 3 semaines, tous les jours, Nassour, il faisait avec Hassan tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur autre chose. On avait 2 mois, il fallait faire beaucoup de spécifiques. Pendant 3 semaines, Nas, tous les jours, Hassan y venait, Nas y venait, sparring à thème, avec des consignes, mais sparring à thème avec Hassan tous les jours. Et pendant 3 semaines, on a fait ça. Ensuite, Hassan, il est parti. Ilian, il est arrivé. On a profité pour travailler la boxe anglaise avec Soeb et pour travailler la lutte avec Ilian. Parce qu'on avait cet enjeu de mixer la boxe et la lutte pour compliquer le striking et potentiellement pouvoir l'amener au sol et le terminer au sol si l'occasion s'en présentait. Donc, on a profité de ce délai pour retravailler tout ça. Beaucoup de boxe anglaise dans le camp parce que je trouve que le point fort de Nassourdine, c'est la boxe anglaise. Et finalement, plus il fait de boxe anglaise, plus il exprime son point fort. Et on a eu de la chance sur le camp. On a eu Soeb qui est incroyable, 2 fois champion de France de boxe anglaise, super fort. Ils ont fait des sparring de feu. Mais on a eu aussi Yoré. Yoré, il est 3e au championnat d'Europe de boxe anglaise. Donc, le niveau de boxe. Et quand Yoré, on le fait venir, sur 5 fois 3 minutes. Donc, un temps de boxe anglaise. On est dans la cage, mais sur un temps de boxe anglaise. Donc les sparring anglaises qu'il a eu Nas, je savais qu'ils étaient plus forts qu'Adesanya. Et après, donc sur la fin du camp, on avait et Hassan et Ilian, donc on pouvait mixer les deux, l'aspect pied-point et l'aspect lutte. Et sur la fin du camp, on s'est rendu compte que quand Adesanya il changeait de garde, il était très susceptible au contre. En fait, contre DDP, il a pris des contres quand il a changé de garde. Contre Pereira, il a pris des contres quand il a changé de garde. Contre Anderson Silva, en fait, plein de combats. Quand il change de garde, il se fait contrer au moment où il change. Et on avait capté aussi qu'une règle qui fonctionnait systématiquement avec Adesanya, c'était de prendre l'angle extérieur. C'est-à-dire quand il est en droitier, aller sur l'extérieur. Quand il est en gaucher, aller sur l'extérieur. Et tout ça réuni dans le cerveau, parce que c'est ça la magie de Nassour, c'est que tout ça réuni dans son cerveau, le moment où Adesanya il a switché, Nas il a été à une vitesse, et ça a été un feu vert dans sa tête. Nas il a été à une vitesse pour déclencher plus tes mots à l'interround. Les mots à l'interround. Donc ça veut dire aller vers l'avant. Aller vers l'avant, déclencher le bras avant. Au moment où il a switché, poum, 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 une combinaison qu'on a répétée. C'est déjà une des combinaisons favorites de Nas. Mais en plus, on l'a répété. Tous les entraînements, on le faisait. Au moment où il a fait, Nas il a déclenché sa combi, fin du jeu. Et puis après, le petit plus qui manquait à Nas sur d'autres combats, le calme pour terminer le combat proprement. C'est-à-dire qu'il tombe, boum, le percuté il est bien placé, ensuite il place, et on ne le voit pas, mais nous on avait beaucoup travaillé sur la quadrupédie, etc.
Et au moment où Godard il arrête, tu vois Nas il a rentré un crochet, deux crochets. C'est-à-dire que la phase suivante, c'est il l'aplatit avec sa hanche et il frappe. C'est-à-dire que Godard il a arrêté, l'arrêt il est justifié, c'est indiscutable. Mais en plus de ça, si ça avait continué, c'était foutu pour des années. Il allait mettre pression de hanche, une pression sur la tête et fin. Donc tout ça réuni, même sous mètre de derrière. même sous mètre de derrière, tout ça réuni, bah, ça fait la magie. Et ça, c'est ce que dit Thomas, c'est la combinaison de l'environnement, du coach, de l'athlète. Et tout ça, quand il y a une symbiose dans tout ça, quand toutes les énergies vont dans le même sens. Il y a un truc vraiment à très très haut niveau, je pense que c'est la vigilance et la lucidité. Et on ne se rend pas compte de comment elle peut être impactée par le moindre chose. Et ça va agir dans les grands moments. Ouais. Parce que quand tu es un peu fatigué et tout ça, ces moments de lucidité, il faut que tu sois. Pour moi, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont quasiment au même niveau, un grand pourcentage. Mais la différence, c'est ces moments de lucidité, c'est cette fraîcheur, cette truc. Et ça peut être très vite. Un surentraînement, un problème personnel. Et on se rend compte que le millième de seconde dans le combat, la lucidité, elle varie. C'est très difficile à expliquer. Mais tu vois, il y a le terme sniper lui va très bien à ce moment-là. Mais le sniper, il faut qu'il soit vraiment dans une sérénité, un calme. Et là, je trouve qu'il avait le surnom avant, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il a aujourd'hui le vrai surnom approprié. Parce que là, il est calme, il est froid, il a truc, et il y a l'action de pam. Il lui manquait peut-être ce moment d'être un peu plus méchant, c'est-à-dire de finir, de mettre la balle dans la tête. Et là, on sent que ça fait 2 combats, tu fais hop. Tu vois, et je pense que c'est un désir de quand il a récupéré Nassourdine, il y avait un gros boulot fait, mais je pense, c'est un avis personnel, que je pense qu'il y a eu une volonté de dire maintenant, parce que l'UFC l'attend, parce que le public il le faut, parce qu'ainsi de suite, il faut maintenant que tu ailles finir un match. C'est-à-dire que maintenant tu es un sniper, on veut te voir finir ça. Et c'est pour moi même inévitable dans le moment où il est. Et je pense que ça va être encore plus important. Parce que là, il va prendre des mecs de plus en plus méchants. Tu ne pourras pas te permettre faire autant de décisions. C'est-à-dire que si tu as une phase ou deux, il faudra les finir. C'est Duplessis, c'est Chimaev ou autre. Il ne faudra pas les louper. Parce que je pense que c'est ça qui va y avoir la différence dans le top 5. C'est que les mecs sont aussi bons, mais le top 5, c'est des mecs qui peuvent être à un moment quelque chose de plus. Et je pense que Nas commence à l'être. Surtout qu'aujourd'hui, Nassourdine est challenger numéro 1 dans la catégorie des 84. On a eu juste derrière le combat entre DDP et Strickland, une victoire en totale domination de DDP sur Strickland. Il semblerait que Chimaev soit le prochain pour la ceinture. Je me rappelle qu'on évoquait beaucoup que pour Nassourdine, il y avait 2 combats avant la ceinture. On voit que l'UFC, c'est tout ce que c'est, le business, l'argent, etc. Il semble lui griller la priorité. Est-ce que pour vous, il y avait un profil en particulier que vous aurez souhaité affronter derrière? On sait ce qui s'est passé avec Strickland. Ou peu importe l'adversaire, l'essentiel c'est que ce soit la ceinture? Non, l'objectif c'est la ceinture. Voilà, c'est clairement la ceinture. Et si c'était Strickland qui l'avait gagné, bah Strickland. Si c'est DDP, DDP. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt pour Nassourdine de combattre Strickland? On sait que Strickland aujourd'hui il est derrière. Chimaev va affronter DDP. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt de rajouter un combat supplémentaire pour la ceinture? Encore une fois, c'est des décisions qu'on n'a pas encore prises, ça, parce qu'on n'a pas eu de proposition de l'UFC, on ne sait pas ce qui va s'en suivre. Donc on va acter selon les prises de décision, notre envie d'être actif, etc. etc. Pour nous, l'idée de combattre pour le titre, elle n'est pas encore oubliée, quoi. C'est toujours une possibilité concrète. Et puis si jamais ça ne se fait pas, bah là on verra pour les autres opportunités qui peuvent se présenter. Ok, donc vous êtes conscient que si vous ne faites pas la ceinture, rajouter un combat, c'est potentiellement aussi… Ça peut être possible. On peut attendre, on peut rajouter un combat. Pour l'instant, il n'y a pas de décisions qui sont prises à ce niveau. Et au niveau de sa marge de progression aujourd'hui, parce que tu sais, moi j'avais fait l'interview avec Nassourdine en 2023. Et c'était fou parce que je l'ai ressorti récemment où il évoquait le fait qu'il avait perdu contre Strickland, ce qui s'est passé avec Curtis, que tout le monde lui tirait dessus, etc. Il y avait un élément c'était impressionnant. Le mec sort d'une défaite de no contest, il est au plus bas, les médias le fusillent de partout, les supporters également. Lui, il était pleinement conscient que tôt ou tard, il serait champion. C'est assez impressionnant, quand même. C'est assez incroyable. Le mec était sûr de lui. Très lucide les propos qu'il a dit dans ta vidéo. Parce qu'il dit qu'il a perdu, mais qu'un jour il sera champion, qu'il peut avoir un style qui ne lui va pas. Il est très lucide. Donc le pourcentage, c'est ça que tu me posais la question. Je pense qu'il va encore progresser. Et il va encore progresser notamment parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Nassourdine, il connaît de plus en plus ses points forts. Moi, je connais de plus en plus ses points forts. Et lui, il connaît de plus en plus ses points forts. Il a combien? Et il arrive. On a entendu au début 30, après 50, 60. Et il arrive à les imposer.
Je pense que ouais, je pense qu'il est à 75%. Mais honnêtement, hein, je vois ça me fascine d'ailleurs quand j'y pense. Parfois, je me dis, je suis fou. Parce que tu vois, par exemple, avant le combat d'Adesanya, en fait, j'aime bien, avant un combat, regarder les analystes que je respecte. Donc, c'est pas tous. Mais il y a des mecs comme Aldric que je vais regarder, Chris Gainage que je vais regarder, des mecs aux États-Unis que je vais regarder. Et je vais écouter ce qu'ils disent. Et je vais regarder, est-ce qu'il y a des pistes que je n'ai pas explorées. Oui. Et en fait, là, j'ai écouté quelques mecs aux US et c'était tellement éloigné de ma vision du combat que j'ai arrêté. J'ai coupé. J'ai écouté aucun média sur cette histoire. Et je me disais, la frayeur que j'avais, j'ai pas trop bien dormi les nuits qui ont précédé. Et la frayeur que j'avais, c'était, est-ce que je suis fou de voir le combat comme je le vois ou est-ce que réellement il va se passer comme je le vois. Et bon, je suis content de ne pas être fou. Il y a un élément qui était dur pour toi de savoir, c'est comment, même si tu as fait des camps d'avant, c'est de savoir comment il va gérer un match en off dans la semaine qui précède d'un match historique, ce qui est différent d'un match. Pour moi, c'était sportivement, Dolidze, tout ça, c'était costaud. Mais là, il y avait une gestion de off, c'est-à-dire de ce côté de les spots et la lumière. Il y avait les spots, la lumière, et il y avait, à la limite, ça, j'étais pas trop inquiet pour ça, parce que j'ai vu toute la semaine qu'il était serein, et son comportement m'indiquait que ça allait bien. Par contre, j'étais plus inquiet sur le niveau de striking d'Adesanya. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce qu'à un moment, tu n'as pas sous-estimé son striking? Et en fait, tu arrives en combat et en fait, tu ne t'étais pas rendu compte. Et en fait, le mec est… Non, en fait, Nico, tu l'as sous-estimé, il est vraiment trop fort. Une question, même avant ça, ce que tu parles, c'est au moment où on a senti parfois quelques-uns dans l'histoire du MMA, c'est… tu rentres dans la cage, tu fermes la cage et tu as un grand star en face. On a vu en France parfois des mecs. Laura, c'est-à-dire que quand tu y es dedans, qu'est-ce que tu en pensais de Nassourdine? Adesanya, il a une aura. Tu peux pas dire, quand il vient, qu'il nous serre la main, il est droit comme ça, il a une aura. Quand on est en backstage avant la pesée et on est en backstage. Donc là, il y a Adesanya, là, il y a Nas. Et tu as l'écran géant avant de rentrer faire la pesée. Et c'est le premier truc, c'est Adesanya, le reportage sur Adesanya. Donc Adesanya, il se regarde dans le reportage et tu sens qu'il se regarde, il chauffe un peu, tu vois, il bouge un peu, il fait un petit shadow, il est là, il se regarde. Et là-dessus, ça arrive au reportage de Nas. Donc Nas, il regarde l'écran et Adesanya, il se met face à Nas et il regarde comme ça. Et Nas, il ne voit pas que Adesanya le regarde. Donc lui, il regarde l'écran et Adesanya, il le regarde genre, ça y est, c'est toi mon prochain défi. Et il va y avoir ce moment, le premier face-off, où les deux vont se regarder. Et donc, on monte sur scène, peser, tac, tac, ils se retrouvent face à face. Et je regarde Adesanya, je regarde Nas, et je vois Nas, et je vois comment il accuse le truc. Tu vois, il est calme, il est serein, il est là, il est en place. Je dis, OK, c'est bon, Nas, il assume le truc, il assume la pression. Il y a un truc qui se joue. Et il est là, il est en place, il est bien. Et donc, voilà, ouais, donc il y avait une pression qui était incroyable. Et pour autant Nas, il a géré cette pression. Il n'a pas eu de variation de quoi que ce soit. Il n'a pas eu de variation. Il y avait peut-être un petit peu plus de stress que d'habitude. Tu vois, tu le vois un petit peu au premier round. Et puis en fait, finalement, après, il faut revenir sur des sensations qui sont familières. Et après, quand tu reviens sur les sensations qui sont familières, tu déplies. D'où ton discours du premier round. D'où le discours de revenir sur le jab, de penser à Hassan, de penser aux sensations qu'on a déjà eues pendant le camp d'entraînement. C'est bien que tu évoques l'aspect familier parce que, tu sais, on reproche beaucoup, dans un environnement sportif, d'abord ce côté familial qui vient trop s'imprégner, qui s'incruste un peu trop et qui ça peut nuire aux combattants. Toi, aujourd'hui, tu as la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, d'avoir avec toi Dagir Imavov qui apporte une réelle valeur ajoutée à mon sens. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que toi, tu le ressens ce qu'il apporte? Déjà, la première des choses, c'est que c'est un projet commun qu'ils avaient, Dagir et Nassour. C'était pour Dagir au départ. C'est un projet commun qui était d'abord pour Dagir, qui ensuite a switché sur Nassour. Il y a une fraternité, une bienveillance dans la fraternité, un sens du sacrifice, d'un côté comme de l'autre, parce que Dagir sacrifie pour Nassour, Nassour sacrifie pour Dagir, et chacun essaye, et toujours dans une bienveillance incroyable Ça dépasse la ceinture même. Voilà, ça dépasse, c'est bien sûr, ça dépasse de loin la ceinture. Et dans tout le quotidien, Dagir fait en sorte que Nassour soit bien, et Nassour fait en sorte que Dagir soit bien. Et si tu veux que Nassour soit bien, il faut que tu prennes soin de Dagir. Et si tu veux que Dagir soit bien, il faut que tu prennes soin de Nassour. Tu vois? Et il y a ce jeu permanent. Et en plus de ça, Dagir, c'est un combattant. C'est l'élite des combattants français à 70 kg ou 66 kg. Donc en plus, il a ce regard du combattant qui est très intéressant. Dagir, c'est celui qui me sollicite le plus pour regarder les combats. C'est-à-dire que
moi, j'en ai marre au bout d'un moment de regarder des combats. C'est-à-dire qu'Adesanya, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a un moment, j'en peux plus de regarder Adesanya. Franchement, c'est un des grands kiffs que j'ai eu après ce combat, c'est d'arrêter de regarder les combats d'Adesanya. Bonjour, tu vois, c'est bon, tu me Et tous les jours, avec Daguerre, on se forçait à regarder 1-2 combats d'Adesanya. Tous les jours. Tous les jours. Alors, pendant le camp, pas tous les jours, mais par exemple, on a passé 12 jours, je crois, en Arabie Saoudite. Tous les jours, on sortait le PC avec Daguerre, on se posait. Nas, il ne regarde pas parce que ça le saoule. Donc Nas, il va regarder 1-2 trucs, puis ensuite, il va partir. Mais Daguerre et moi, on se pose et on regarde un combat et on dit ce qu'on en pense, etc. Et en plus de ça, en plus de tout ça, bah, Daguerre, il est dans le coin. Et ce qu'il fait, Daguerre, il parle en russe. Donc c'est notre relation, tu vois. Et souvent, Daguerre, il ne va pas parler tout le temps. Daguerre, il va voir un trou, par exemple, sur l'uppercut. Il va dire, il y a un trou sur l'uppercut. Il va lui dire en russe. Et donc, il lui dit la phrase en russe. Moi, je vais dire, t'as dit quoi? Il me dit, ouais, il y a un trou sur ça. Comme ça, moi, je veux savoir ce qu'il lui dit, ce qu'il a vu. Et comme ça, on se truc. Et inversement, parfois, quand je vois que c'est ce qui s'est passé contre Dolidze, quand je vois qu'il y a un message que je dis à Nas et que je vois qu'il est un peu réticent à l'appliquer, j'envoie Daguerre en renfort parce que je connais la relation et je sais le respect qu'il y a pour Daguerre. Et donc, ça veut dire que moi, je l'ai dit, plus Daguerre l'a dit, c'est-à-dire que tu es obligé de le faire. Ouais, bah ça s'est vu. Franchement, on voit qu'il y a beaucoup de respect entre vous deux même. Et vous travaillez en équipe. Et ça fait qu'aujourd'hui, Nassourdine est au plus haut niveau. J'aimerais qu'on switch sur Benoît Saint-Denis. Ouais. Benoît, que tu as récupéré en janvier dernier. Il y a eu cette nouvelle qui a secoué un peu l'échiquier du MMA français, puisqu'il t'ont rejoint pour le plus grand bonheur de la plupart des gens qui regardent le MMA. Comment c'est venu à toi, Benoît Saint-Denis? Bah, c'est Guillaume qui m'a appelé, qui m'a contacté, en me disant que voilà, c'est la position de head coach pour Benoît, c'est une position dans laquelle il me verrait bien. Et ensuite, Benoît m'a appelé, on a discuté. Il m'a dit qu'il allait monter sur Paris, donc ça c'était en décembre. Après, avec Benoît, on se connaît depuis longtemps. Benoît, il travaille depuis très longtemps avec Maxime, avec qui je travaille aussi. Donc, on se connaissait déjà, on avait déjà partagé le tatami et en tant que sparring partner et en tant que moi coach et puis lui entraîné sur le tatami avec Max. Et puis donc, il passait en décembre sur Paris. Donc, je lui ai dit, bah, quand tu passes, viens, on fera une séance. Donc on a fait une première séance quand il est passé en décembre et ensuite il m'a dit écoute je reviens en janvier et je lui ai dit écoute en janvier ce qu'on peut faire c'est que je fais une semaine totale d'entraînement, je définis une semaine d'entraînement, tel jour tu vas être en lutte avec Max, tel jour tu vas être à l'INSEP en boxe anglaise, tel jour tu seras au Mamoudi sur ça, tel jour tu seras avec Nassourdine sur tel thème et on voit comment ça fonctionne et puis si ça fonctionne bien bah, on y va, on fonce quoi. Et voilà, quoi, ça a bien fonctionné. Et donc, à partir de là, bon, bah, le truc, c'était comment, logistiquement parlant, on met en place un emploi du temps qui fonctionne. Okay. Donc l'idée qu'on a trouvée avec Benoît, c'est de faire un compromis. C'est-à-dire qu'une semaine sur 2, il est sur Paris. Une semaine, il est sur Bayonne. Une semaine, il est sur Paris. Sur Paris, bah, c'est des semaines qui sont forcément plus dures parce que le niveau d'opposition est plus important. Mais ça lui permet de passer du temps avec moi, ça lui permet de passer du temps avec des sparring partners qui sont plus difficiles, ça lui permet de passer du temps avec les coachs qui sont sur Paris, Maxime François, Luis Mariano, les coachs du Mamoudi, sur le striking. Et puis ensuite, il a son équipe historique dans le sud, à Bayonne, avec lesquels il travaille depuis très longtemps, qui font un travail de fond sur lesquels il y a peut-être moins d'intensité, moins d'opposition, mais sur lequel on a plus de temps pour faire un travail technique de développement. Voilà l'idée. Et toi, Maxime, justement, tu es avec Benoît depuis de longues années, tu le côtoies, tu as participé à ses combats, à ses camps, etc. C'était quoi ton regard sur cette nouvelle association entre Nico et Benoît? Tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié cette collaboration. Moi, j'étais le premier, avant tout le monde. Pas le premier à apprendre la nouvelle, mais le premier content de ça. Parce que moi, Benoît, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc quand on travaille sur du long terme avec quelqu'un, forcément c'est au-delà du tapis. On est ensemble en vacances, enfin voilà, on passe des moments ensemble et tout hors du tapis. Donc forcément il y a ce lien. Et donc dans ce lien, il y a le bien-être de la personne. Le bien-être de la personne, donc pour le côté sportif et pour le côté humain et tout ça. Et Nico, pour moi, c'est tout ce qui regroupe en fait. Sur le tapis, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs, voire le meilleur, parce que il y a Aldric qui est aussi bon et d'autres coachs qui sont aussi bons, mais Nico, il a cette plus-value de regrouper tous ces détails, tous ces aspects
que ce soit sur l'aspect humain. Il a beaucoup de sparring partenaires entre guillemets à disposition sur Paris. Il a des coachs où il fait confiance, où moi, c'est grâce à Nico en fait et à Thomas que je suis là-dedans. Et Nico sur Paris, il me délègue ses athlètes. C'est-à-dire que les athlètes du Mahmoudi, il leur a dit la lutte, c'est avec Max à Créteil. La lutte, c'est au TFF aussi, le vendredi avec Max à Créteil, lutte pour MMA. Et il n'a pas peur de dire c'est moi qui fais la lutte. Non, allez avec Max. Et donc, pour moi, ça, c'est de la bienveillance pour ses athlètes. Et donc, moi, je trouve qu'il apporte ça, il va apporter ça à Benoît en disant, comme il vient de dire tout à l'heure, l'organisation du travail des coachs de Bayonne et des coachs de Paris. Ça ne va pas être c'est les coachs de Bayonne ou les coachs de Paris. C'est et ensemble. C'est-à-dire que voilà, on va travailler ensemble sereinement. C'est l'athlète qui est au centre du dispositif. Tout ça pour l'athlète. Et comme il le dit pour Nassour, c'est que c'est l'athlète qui est là et nous, on est là par rapport à l'athlète. Et donc moi, quand j'ai appris ça et que Benoît m'a demandé mon avis, mais quand on a ces discussions-là en off, moi, je suis que pour ça. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il a besoin de ça. Et il a besoin aussi, et on l'a vu sur Paris quand on l'a fait monter sur Paris, c'est-à-dire qu'il a besoin aussi d'avoir du sparring encore plus dur qu'à Bayonne, parce qu'il peut avoir des sparring durs à Bayonne, mais il y a plus de qualité, entre guillemets, en termes aussi, et de quantité. Enfin, quand vous avez des Youssef Bouganem, des Yacine Bouganem, il va retrouver des coéquipiers comme Jorik, Wissem Markmouche. Wissem, enfin, je veux dire, c'est vraiment du top. Et moi, après, à côté de ça, j'ai mon équipe de lutteurs qui sont peut-être pure lutte, mais qu'il a aussi besoin. C'est-à-dire que quand il fait lutte, Benoît, quand il est sur Paris, qu'il fait lutte le lundi, à Créteil, il fait lutte avec Mahmoud. Mahmoud, il a fait 5e au championnat du monde. Je sais parce que tu avais évoqué que tu voulais le faire travailler avec. C'est ça. Ouais. Donc la qualité des sparring partners sur Paris, elle est incroyable. Le vivier est important. En fait, oui. Nico, il a un réseau sur le MMA. Moi, j'ai un réseau sur la lutte. Oui. Sur Jarod Canonnier, on a fait venir des Gréco, par exemple pour Nassour, des Sabah, champion de France, maintenant champion de France de grappling, des lutteurs Gréco, parce qu'on avait besoin de ce travail de cash control. Dolidze, voilà, il a fait venir Thomas, il m'a fait venir moi, il a fait venir aussi des gars qui sont forts sur les clés de jambes, Filipponi. Il a ce réseau-là sur le MMA. Mais si tu regardes. Reda Hamzaoui. Excuse-moi de couper, mais Paris, il y a du potentiel, il y a toujours eu de quoi travailler et tout. Il y en a qui ne savent pas travailler avec ça. Nico, il amène une forme, on va dire, moderne ou une autre manière. Il y a différentes manières de travailler. Mais on sent que, l'athlète est au milieu, en avant. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est au milieu d'un réseau et de compétences. C'est ça que je sens aujourd'hui. C'est que tu pourrais être quelqu'un qui veut trop contrôler. Il y a le mot, pourquoi il y a la bienveillance? Parce qu'il y a la confiance. Et du coup, on sent que si on énumère aujourd'hui les différents camps qui se sont faits et qu'on met tous les gens qui ont été, il y a une panel de compétences, chose que d'autres personnes n'ont pas fait. Donc, c'est là où c'est fort ce qui est fait et je pense même que ça va inspirer d'autres coachs et d'autres structures. Cette nouvelle manière de travailler où peut-être on passe d'une période où on manage, on contrôle un peu trop et ainsi de suite et du coup on devient des problèmes de qui prend la lumière et ainsi de suite. Ouais. Là, non, il y a l'athlète en premier, au milieu d'un réseau et de compétences, mais à l'inverse, ça n'empêche pas qu'il sait filtrer et qui il faut à quel moment. Et c'est là où il y a la relation humaine que personne, je pense, que se vexe spécialement. Peut-être un ou deux s'ils n'ont pas compris pourquoi l'intérêt, mais l'intérêt de quoi? De l'athlète. Quand tu comprends l'intérêt de l'athlète et la relation qu'il y a avec le camp qui est fait à l'extérieur, nous on est dedans donc on le voit, peut-être un peu plus tôt pour ça, mais on comprend en fait, non. Il y a quelque chose qui est mis en place, qui est fabuleux, même voire moderne peut-être pour la France, ce que fait Nico. Pour moi, c'est cette façon, c'est la seule façon avec laquelle on peut briller sur le plan international. C'est-à-dire que le seul avantage des États-Unis sur nous, mais vraiment, hein, fondamentalement, c'est le seul avantage qu'ils ont sur nous, c'est leur capacité à se réunir entre bons combattants. Et aujourd'hui, si notre objectif, c'est de briller à l'UFC, il faut un maximum qu'on se réunisse entre top combattants français. Et c'est comme ça qu'on va performer. Et quand on était à l'UFC avec Nassour et qu'il y avait Fares qui combattait, et que Fares et son équipe, bien sûr, on a partagé plein de moments, et on a discuté, et ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse on a déjà fait des sparring avec Benoît, mais ça nous intéresse de prolonger, de continuer ça. Mais bien sûr, on a un mec, il est top 15 UFC, on a un mec, il est numéro 14 UFC. Heureusement que les faire travailler ensemble, c'est magnifique. Et pas comme on voit dans certaines émissions, est-ce qu'ils vont s'affronter? C'est pas ça qu'on veut. Mais je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est deux Français qui montent dans le top 10, dans le top 5 et qui s'aident entre eux pour monter. Et que l'un qui est super bon en striking et l'autre qui est super bon en lutte, il aide l'un en striking et l'autre l'aide sur la lutte. Et que les deux montent ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, en tout cas au niveau auquel je travaille, ce que je veux, c'est
qu'on fasse monter le niveau français à l'UFC. Pas qu'on s'affronte en France. Je pense que tous les trois, on se rejoint. Là, je vais dériver un petit peu le sujet, mais ça va être dans le même fond. On se rejoint sur ça. C'est que, par exemple, moi, je vais faire une parenthèse sur le Rascamp. Si tu regardes le Rascamp, l'année dernière, j'ai fédéré 20 personnes de compétences sur un camp. Je perds de l'argent à diviser par 20. Hein. Mais j'ai voulu faire plaisir aux gens parce que les gens se retrouvent qui font un camp et peuvent avoir des champions de tout sport. Et donc, du coup, ça a été là, c'était pas l'athlète, c'était plutôt grand public. Mais c'est ça. Et du coup, on a du réseau, on a des compétences. Venez, on remet au centre l'intérêt de la personne d'en face et on a tout ce qu'il faut en France. Et je pense que c'est ça où on se rejoint. Max, il a un tapis sur Créteil et d'autres clubs. Il a un tapis, tu viens sur le tapis, tu dis ça vient de partout. Et j'ai jamais entendu ah, mais tu viens de ce club, l'autre est de tel club, concurrent. C'est jamais sorti sur le tapis le mot de concurrence ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un élément que je pense qui est bien moi, aujourd'hui. C'est cette volonté de réunir, de fédérer. Oui. Ça, nous, on lutte, on l'a depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens d'un autre club qu'on va pas t'accueillir. Tu viens, tu as une licence de lutte, on est là pour le même objectif. Moi, j'étais à l'INSEP pendant 10 ans. On était 4 combattants, 4 lutteurs de la même catégorie. Bon, on s'entraîne tous les jours ensemble. Et on s'entraîne de manière forte tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah, mais je vais le rencontrer le week-end prochain, donc je ne vais pas lui montrer ça. » Non, parce que l'objectif, c'est l'international. C'est beaucoup dans le MMA. Mais c'est beaucoup. Mais tu vois, nous, l'objectif, si tu fais ça, si tu réagis comme ça, toi, tu ne progresses pas, tu perds ton temps, tu ne fais pas progresser l'autre. Et au final, c'est le niveau général qui est plus faible. Ouais. Alors que toi, l'objectif final, c'est l'international. Ce n'est pas le niveau français, c'est le niveau international. Clairement. Donc, tu as besoin de ces 4 personnes-là pour faire performer à l'étranger. Et comme dit Nico, on n'a pas cette chose-là que les États-Unis ont, d'avoir cette quantité de bons combattants au même endroit. Oui. Donc, on est obligé d'aller les switcher, d'aller les chercher à droite, à gauche et de les rassembler. Et ça, c'est ce que moi, j'arrive à faire au niveau lutte. Et c'est ce que Nico fait parfaitement au niveau. Et tu as vu les sujets de est-ce qu'il faut aller aux États-Unis, pas aux États-Unis, en France et tout? Eh bien, la question, ce n'est pas vraiment ça. Il y a différents choix. À quel moment, comment et tout, ça a été fait. Est-ce que c'est si bouleversant que ça? Si c'est bien cadré, bien fait, le pourquoi du comment, ben on voit que est-ce que ça a tant perturbé tout Non, ça a apporté. Il faut y aller hors camp. Et j'ai envie de dire, même pour finir avec ce que tu disais, c'est ce que faisait Thomas à l'initiative des camps ADCC. C'était réunir les meilleurs grimpeurs français pour pouvoir performer sur la DCC. Et c'est vrai, moi je te rejoins sur ça parce que c'est ce qui nous manque dans le MMA français. Fédérer donne beaucoup de force. Après, maintenant, ça donne aussi beaucoup de boulot parfois. On est beaucoup en concurrence. Tu sais, oui, mais si je m'entraîne avec lui, peut-être que mes techniques, après, on va se rencontrer. Attention, sur le plan national, ça a du sens. Oui. À partir du moment où tu arrives sur le niveau international, sur le plan international, il faut s'aider. Je vais te dire, je pense qu'on peut le voir de différents angles. Si on est tous tout le temps isolés, on va se dire que de se fédérer, ça va créer des problèmes. Si on était tous les jours, tout le temps fédérés, on ne le verrait pas comme un problème. On dirait, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. On est tous les jours ensemble. Il y aura quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il y aura toujours de la vie, donc des problèmes à résoudre. Mais par contre, je pense que fédérer, l'homme, c'est de l'énergie et de l'intention. S'isoler, on devient fou. Se réunir, ça donne de la puissance et de la force. Maintenant, il y a les relations humaines, il y en a parfois, faire attention. Oui, l'intérêt business, ou même parfois, humainement, certains sont mauvais, ne sont pas bienveillants, tout simplement. Mais pour moi, se rassembler, et pareil, il faut sortir des clichés, de croire que ce n'est pas parce qu'on s'apprécie en truc qu'on doit être à la vie, à la mort, travailler ensemble tout le temps et tout. On peut être sur des collaborations d'actions sur lesquelles on s'apporte, et on sort quelque chose où on a passé un moment, et on sait apporter professionnellement des choses. Bien sûr. Benoît, on l'a vu, il a eu une ascension aussi rapide qu'intéressante à l'UFC. Et derrière, il y a eu malheureusement ces 2 défaites face à Poirier et Moïcano. J'ai une question pour vous deux sous un angle différent, toi de l'intérieur et toi un peu plus de l'extérieur. Pour toi, quand tu regardes ces 2 défaites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs? Est-ce que sa préparation n'était pas bonne? Est-ce qu'elle n'était pas optimale? On sait qu'il y a eu le staphylocoque face à Poirier. Qu'est-ce qui, pour toi, quand tu regardes ces 2 combats-là, ces 2 défaites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Concernant Poirier, comme tu dis, il y a eu le staphylocoque. Est-ce qu'on le prend en défense ou non? Voilà, ça c'est bon à chacun. Maintenant, il a fait aussi une partie de prépa en France, une partie de prépa à l'étranger pendant son camp. Il était en Bulgarie. Il a fait ses choix sur la préparation. La préparation, elle n'a pas été forcément mauvaise. On l'a vu dans le premier round. Le premier round, pour moi, c'est une masterclass. Pour moi, c'est une masterclass sur le terme de MMA lutte. Avec quelques choix que moi je suis pas pour, c'est-à-dire des fois aller chercher peut-être plus trop la soumission et moins un grand end-pound par exemple pour faire plus de dégâts ou autre, mais
Ça, c'est lui qui est dans la cage au final. Nous, on apporte les conseils, on apporte les visions, le head coach apporte les visions et c'est le combattant qui est au final dans la cage. Contre Moïcano, le camp, il s'est super bien déroulé. Sincèrement, tout mois d'août, moi, j'étais sur Bayonne. Il a fait venir des Kamel Jamel de la Réunion pour ça. Il avait ses coachs de Bayonne au quotidien. La forme, elle était là. Il avait un physique, on l'a vu un peu. Il était moins dans le dur physiquement parce que au niveau diète, il était vraiment plus sérieux lors du camp. La forme, elle était là, il n'y avait pas de pépin physique plus que ça. Moi, je pense que bon, le choix, peut-être le mauvais choix, c'est le middle qu'il envoie sur le premier round, mais derrière, on peut peut-être pas penser que ça va se finir comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts et je pense que sans les dégâts, on se retrouve peut-être comme un combat Nassour-Brendan Allen où il y a eu presque la même physionomie, mine de rien, où Nassour est resté au sol souvent longtemps sur le premier round et derrière a réussi à switcher. La différence, c'est qu'on ne s'attend pas que Nassourdine fasse ce choix de rester à plat pour ne pas donner le scramble, alors que Benoît, on s'attendait ce fameux butterfly, on rentre le bras dessus et que le Moïcano était préparé, je pense. Et les dégâts, c'est-à-dire les dégâts ont fait que derrière, parce que tu perds le combat, il perd le combat contre Moïcano, mais il n'a pas pris de KO, il n'a pas pris de soumission. Oui, c'est un arrêt de l'arbitre. Donc c'est un arrêt de l'arbitre, oui, parce qu'il y a eu les dégâts. Mais pour moi, s'il n'y a pas ces dégâts, je pense que la physionomie du combat, elle peut complètement changer. Oui. C'est mon avis personnel. C'est là où il est fort Moïcano. Parce que quand tu regardes avec du recul, Benoît, c'est pas lui qui va s'arrêter, il faut l'arrêter. Soit par l'arbitre, soit par le médecin. C'est ça que... Donc tu te dis, le blesser, l'ouvrir et tout pour que l'arbitre l'arrête, parce que ce mec-là ne s'arrêtera pas. Ouais. C'est ça qui est fabuleux de Benoît. Est-ce que toi, tu as senti à ton niveau, parce qu'on voit cet interround qui a fait énormément de débats, tout le monde en a parlé, qui était assez compliqué, les conseils et tout donnés n'étaient pas forcément optimales à cet instant-là. Est-ce que tu as senti qu'il manquait quelqu'un, toi, dans l'équipe? Quelqu'un, une espèce de capitaine? À ce moment-là, on ne se rend pas forcément compte de ça. Moi, en fait, je suis là en tant qu'intervenant. Bien sûr. Je ne suis pas le head coach. Oui, clairement. Je suis un intervenant qui vient sur Bayonne une fois ou voire 2 fois par mois et sur les camps beaucoup plus souvent. Et moi, je suis là pour la lutte. Donc, et dans l'intérêt aussi de Benoît. Exactement. On remet toujours l'athlète au milieu de l'objectif. C'est Benoît qui a fait ses choix. C'est Benoît qui a créé son équipe autour de lui. S'il a fait cette équipe-là, c'est qu'il considère que cette équipe-là, elle est optimale pour lui. Donc qu'il manque une personne ou qu'il y ait une personne en moins ou en plus, c'est Benoît qui a fait ses choix. Donc de ce fait-là, sur le moment, est-ce qu'il manque quelqu'un, est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un? On ne se pose pas la question. Maintenant, arrivé à l'heure d'aujourd'hui, quand tu entends qu'il y a un Nico qui arrive, c'est forcément un gros plus. Et on ne peut pas se dire non, il va servir à rien. Non. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même phase qu'avec Nassourdine? Ça veut dire sans dénigrer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel qui a été jusqu'à un maximum de Benoît avec son ancien coach ou son ancien travail fait? Et est-ce que le fait de, sans panico, le fait d'un plafond, on l'a senti, est-ce qu'il ne faut pas un changement à quelque chose qui va te... On a vu une réussite claire et nette, aujourd'hui évidente, du plafond au-dessus avec Nassourdine et Nicolas Haute. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même configuration. Est-ce qu'il ne manquait pas, est-ce qu'il n'y avait pas un plafond technique au niveau de Benoît? Est-ce que Benoît ne faisait pas beaucoup de sa réussite avec son mental? Est-ce que techniquement, ça ne pêchait pas à beaucoup de choses? Et est-ce que le fait qu'il va repartir avec un autre coach qui lui dit « Ok, j'ai compris ton mental, ton style là, d'ailleurs, on n'a peut-être pas besoin autant, ainsi de suite. » Ça, c'est moi qui dis comme ça en parlant. Hein. Mais par contre, j'ai vu ça et ça, et il y a du travail là-dessus. C'est ça aussi qui est fabuleux de reprendre la main. Ça te permet aussi, comme quand tu as quitté une femme, de dire « Ok, personne n'est blanc, personne n'est noir, j'ai fait des erreurs. Sur ma prochaine relation, je vais corriger mes choses. » Et c'est une forme facile aussi de dire, d'accepter de faire un changement. Est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration que Benoît va se dire « Je repars, entre guillemets, à zéro sur un autre étage. » Et nous, ce qui va être fabuleux en tant que public, c'est de se dire « Nico, ce qu'il a fait avec Nas, est-ce qu'il va le refaire ?» Ça va être le débat logique. Il a fait déjà. C'est le défi, c'est un défi qui m'est proposé. Effectivement, on sait que Benoît, il a été très haut dans la catégorie, très vite. On sait que l'inconvénient d'aller très haut, très vite, c'est que le prochain adversaire qu'on va donner à Benoît, ce sera quelqu'un de fort, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un top 20 à Benoît. C'est-à-dire que maintenant que tu as affronté un top 2 et un top, je ne sais pas combien il était, Moïcano. Juste devant, voilà. Il était 11 ou 10. Voilà, peut-être il était 11 ou 10. Maintenant, il est combien?
Et 9. 10 et Benoît 14. Voilà. Ouais. Donc, on sait que le prochain adversaire de Benoît, ça va être dans le top 15. Ça va être quelqu'un de fort, surtout le top 15 d'une catégorie comme les 70 kilos, ça va être fort. Et donc, la question, c'est est-ce que dans le temps que je vais avoir, qui ne va pas être trop long non plus, est-ce que je vais réussir à créer les modifications nécessaires pour l'emporter et pour faire en sorte qu'on remporte le prochain combat et puis celui d'après et qu'on redémarre sur des bonnes rails. Et c'est un énorme défi. C'est quoi ton regard quand tu sais que tu vas prendre Benoît, quand tu regardes un peu le parcours qu'il a eu, notamment ces 2 dernières défaites, comme je t'ai dit, c'est là que je voulais avoir ton avis extérieur. C'était quoi ton regard sur lui? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce qu'il se manque telle ou telle chose ou qu'est-ce que tu te dis? Bon, moi, déjà, je n'ai pas envie de parler sur des camps que je n'ai pas fait. Tu vois, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire j'ai fait tel camp, j'ai fait telle erreur et donc de revenir sur des erreurs que j'ai faites. Les erreurs des autres, c'est un peu délicat de revenir dessus. Bien sûr, en tant qu'analyste, moi, j'ai une vision là-dessus. Ce que j'ai l'impression, c'est que, et ce qui est bien, ce qui est bénéfique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qu'on peut optimiser, qu'on peut améliorer. Et donc, à partir du moment où tu as quelqu'un sur lequel tu as des leviers que tu peux améliorer, bah, tu as une marge de travail. Maintenant, tu ne sais pas, on parlait tout à l'heure de la capacité d'adaptation de Nassourdine, il a cette capacité incroyable de prendre un élément et puis de le ressortir en combat très rapidement. Bah, tu ne sais pas si ces éléments, si le courant entre moi et Benoît il va fonctionner aussi bien, si l'élément il va passer aussi bien au combat. Ça, c'est des points d'interrogation qu'on a. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le travail qu'on fait ensemble, lui, il apprécie ce que je fais avec lui. Moi, j'apprécie ce que je fais avec lui. Il y a une confiance qui est en train de se créer. La confiance, elle nécessite du temps. Donc, il va passer du temps ici sur Paris pour que cette confiance elle devienne de plus en plus forte. Et puis, on va travailler ensemble et puis on va essayer de changer tous ces petits détails d'optimisation qui, finalement, changent un combattant. Et moi, ce que je pense, ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai confiance dans la capacité à Benoît à performer à haut niveau. Parce que Benoît, il est encore jeune, parce qu'il est très athlétique, parce que je vois plein de choses qu'on peut changer et qui peuvent changer son niveau. Et donc, j'ai confiance dans ces possibilités d'évolution. Un truc que je dirais en rigolant, c'est que bien sûr que c'est l'athlète, le combattant, c'est lui qui combat en premier. Là, je parle en tant que coach, que sportif et coach. Si Nico arrive à… Il n'y a pas besoin d'être la ceinture numéro 1. Si Nico arrive à faire entrer pour moi Benoît dans le top 18, j'ai envie de lui dire, écris un bouquin avec les petites recettes de Nico. Pourquoi? Parce que ça va être une autre personnalité. Nassourdine et Benoît, c'est 2 personnalités différentes. Donc, s'il arrive à prendre différentes personnalités différentes comme ça et à le faire monter à ce niveau-là de compétition, j'aimerais être la petite souris et même j'ai envie de dire, Nico, tu fais les trucs de préparation physique pour être plus fort et ça, mais à un moment, tu as quelque chose beaucoup à apporter à tous les coachs de grappling, de jiu-jitsu, de lutte, d'MMA et tout, parce que tu dois avoir les yeux portés sur des détails qui sont des game changers très importants et tu as une forme de psychologie de développement personnel que tu peux apporter à tous les coachs de France. Donc, il faudra qu'un jour, si Benoît, tu fais là, à un moment là, qu'il y en a un, deux, tu dis, fais quelque chose parce que tu as une source à apporter à beaucoup de gens, oui, anciens même et modernes. Oui. Parce que ça veut dire qu'il a les yeux portés sur des choses importantes. Il a des outils qu'il lui utilise que forcément peut-être d'autres n'utilisent pas. Donc hâte de voir ce qui va être accompli. Et pour moi, le fait de la réussite prochaine de Benoît via Nico, c'est l'adaptation de Nico. C'est que Nico, il s'adapte en fait à la personne qui va coacher sans lui donner le plein pouvoir. C'est lui le coach. Il y a le coach, il y a l'athlète, mais il va savoir s'adapter. Oui. Il va savoir dire les bons mots au bon moment pour ne pas frustrer l'athlète non plus, pour pas qu'il y ait un rejet de l'athlète et en même temps faire passer sa consigne. Et là-dessus, il est bon là partout parce qu'il va venir à une séance de lutte. En fait, il va être sur le côté, il va regarder ce que je vais montrer. Il va regarder ce que je vais montrer. S'il y a un truc qu'il ne comprend pas ou s'il y a un truc que justement lui il fait différemment, il va venir me voir. Il ne va pas venir dire devant tout le monde, dire mais moi je fais ça. Non, il va me prendre en retrait et me dire moi je fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que toi c'est la bonne façon de faire par rapport à ça? Et donc il sait s'adapter à la personne, il sait s'adapter à la discipline et ce milkshake en fait de tout ça, et bah après il n'y a que la réussite et la confiance qui va faire que… C'est très dur quand tu es athlète de haut niveau et que tu arrives à un niveau mondial et que tu es très fort. C'était très fort parce que tu as des choses qui marchent pour toi. Tu dis, attends. Moi, en grappling, Nico va me donner un conseil. Jamais, t'es qui, toi, pour me donner un conseil si je suis dans le top 10 de l'UFC ou dans le top mondial et tout? C'est pour ça que la relation humaine, c'est que la relation humaine et l'intérêt que tu portes, que tu vois que c'est bienveillant au fond. Ça veut dire que ça a son impact, ce que tu dis ça. Parce que si on parle que je suis le meilleur, tu es le meilleur, on fait ci, fait ça, stop, je t'arrête de suite. Moi, j'ai fait ça, tu as fait quoi, toi? Je n'écouterai jamais ton conseil.
Donc là, les athlètes qu'il a, c'est des gens très très forts, de très gros caractère pour arriver à ce niveau-là. Clairement. Donc c'est ce qu'on avait parlé, moi, quand j'étais dans le camp avec Nassourdine. J'ai dit, Nassourdine sera encore plus méchant, mais il sera contrôlé. Et c'est ce qui s'est passé. On voit que Nassourdine, bref. Contrôle ses émotions, surtout. Mais il ne faut pas le brider. Il ne faut pas les brider. Et de l'extérieur, on voit qu'il rigole beaucoup plus. Mais ne confondez pas à croire qu'il n'est pas méchant. Et il sait être méchant au jour du combat. Et d'ailleurs, la preuve que quand il n'est pas impacté par le mec qui vient lui taper l'épaule et que tu es en face. Non, c'est qu'il sait qu'il ne plaisante pas quand il plaisante. Et ça, c'est quelque chose, je pense que de l'histoire, on a beaucoup à apprendre. Clairement. C'est fabuleux. Je pense que tu as une façon, moi, de mon avis extérieur, quand je regarde, tu as une façon de coacher, une façon de transmettre. Du fait aussi que tu as été combattant, donc tu sais ce que les combattants vivent, que ce soit l'environnement, les sacrifices, etc. Et ça te donne, entre guillemets, cette légitimité de transmettre et tu as cette facilité, cette pédagogie où tu viens tout doucement. Tu viens t'imposer doucement et puis tu t'adaptes, comme a dit Maxime, à ton combattant. Smart. Oui. Intelligence. Tu as des mecs qui ont été anciens combattants qui sont très bons, mais il a adaptabilité et intelligence. Ouais. Une fois, je ne sais plus à qui je parlais de Nico, et un mec il m'a dit oui, c'est un homme de la performance, ça veut tout dire. Oui, tu es un adepte de la performance. Et pour revenir à Benoît, quand vous vous rencontrez, vous avez échangé, l'objectif c'est quoi? Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Est-ce que Benoît il vient te voir et te dit bon, moi je veux être champion de l'UFC ou je veux être dans le top 5, mon objectif c'est ça, c'est ce que j'ai envie? Tu sais, pour moi, le premier objectif, c'est de m'assurer que j'ai du temps de travail avec lui. Okay. Parce que en fait, le truc le plus périlleux quand tu prends un athlète, c'est de ne pas avoir de temps de travail avec lui. Parce que tu as tout le négatif sans le bénéfice. Et ce que tu veux, moi, j'ai pas de problème à avoir une victoire ou une défaite. Je sais que quand tu combats et que tu combats beaucoup, tu t'exposes. Il y a des jours tu vas gagner, il y a des jours tu vas perdre. Mais je veux pouvoir assumer une victoire de la même façon que je peux assumer une défaite. C'est-à-dire qu'on y va, on va ensemble, à 100% ensemble, et le jour du combat, que tu gagnes ou que tu perdes, on a fait 100% de ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est ce que je veux. Et pour ça, il faut qu'on passe du temps ensemble. Et si on passe du temps ensemble, ben ensuite, on y va. On passe du temps ensemble et on va performer, on va combattre. Sans faire d'histoire, hein, il y a des athlètes qui ont des défaites. Est-ce qu'ils ont passé autant de temps avec leur head coach? Je ne suis pas sûr. Et d'un côté, ça a de l'impact. Le temps passé ensemble, le travail va être fait là-dedans. Donc là, c'est là où on pourra avoir le problème d'avoir multicasquette ou autre, sans désigner un nom. C'est pour ça que je disais à un moment, Nassourdine et Nico se sont rassemblés sur pour moi un moment synchro qui vont très bien dans leur propre intérêt parce qu'ils ont le temps d'avoir le même objectif. C'est ça aussi. Je pense qu'à un moment, ce n'est pas la ceinture ou même l'argent au-dessus, c'est le temps qui nous permet d'être heureux, de réussir. Et 2025, Nassourdine champion et un retour au premier plan de Benoît Saint-Denis, est-ce que pour toi, ça serait l'idéal? Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. Voilà. Toi, ce que tu as dans ta tête, toi, tu sais, en tant que coach, tu sais, il y a les volontés des combattants, etc. Mais est-ce que toi, tu te fixes des objectifs? Tu te dis, bon, moi, Nassourdine, je l'ai. Aujourd'hui, on est à telle porte. Il n'y a pas d'autre solution que la ceinture. Benoît, aujourd'hui, il est numéro 14. Il a eu 2 défaites. Moi, je veux qu'il revienne dans le top 10. Je veux qu'il revienne avec des victoires. Tu sais, mon objectif, aujourd'hui, je parle beaucoup, moi, de micro-planification. Okay. Micro-planification, c'est je suis à Paris, je vais à Marseille, mais je suis au courant qu'entre Paris et Marseille, il y a des bouchons, il y a un accident, il y a une déviation, etc. etc. Donc, mon objectif long terme, c'est d'avoir des athlètes que j'entraîne qui rentrent à l'UFC, des gens comme Delphine Bénouage, des gens comme Jorick Montagnac, qui ont la possibilité de rentrer à l'UFC, des gens peut-être comme Wissem, on ne sait pas. Et en même temps, les athlètes que j'ai à l'UFC, qu'ils aillent le plus loin possible à l'UFC. Donc, le plus loin, c'est la ceinture. Okay. Mais dans cette vision long terme, qui est celle-ci, j'ai plein d'objectifs court terme. Et les objectifs court terme, ils me fascinent. C'est-à-dire que j'ai un cycle que je veux faire à Nassourdine là, dans les mois à venir. Et rien que de penser à ce qu'on va travailler, comment on va le travailler, l'impact que ça va avoir sur son niveau, ça me fascine. J'ai des cycles que je veux faire avec Jorick, avec Delphine, avec Benoît. La passion de la performance. Voilà, la passion de la performance. Et quand je pense aux choses que je vais mettre en place et à l'impact que ça peut avoir sur leur performance, ça me fascine. Donc, j'ai l'objectif long terme, mais je suis un passionné du quotidien et de ce qu'on va mettre en place au quotidien et de comment ce qu'on va mettre en place va avoir un impact sur la performance finale. Plus un tous les jours. Ouais, plus un tous les jours. Un pas
en avant chaque jour. Quand tu vas dans les médias, on te parle de la ceinture. Ouais. Quand un élève arrive sur ta bille, il s'abonne, il veut être champion de l'UFC dès le début. Et le coach, il dit toujours +1 tous les jours, la présence et le temps. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et tu sais, tu as évoqué Delphine, Jorik, etc. Wissem, tu as aujourd'hui un énorme vivier de combattants qui t'appartiennent, dont tu es le head coach. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'il y a une semaine où tu peux être à Riyad en train de disputer un combat face à une légende et derrière dans une petite organisation avec un combattant moins exposé. Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments. La première, c'est d'avoir des coachs de confiance autour de toi qui peuvent t'aider à encadrer les athlètes quand tu es absent. C'est-à-dire que quand je suis absent du Mamoudi, bah, en fait, ils font un gros cycle pied-point. Là, c'est ce qu'ils ont fait pendant mon absence. J'étais à Riyad, ensuite je suis revenu, ensuite j'étais à Bayonne. Bah, ils ont fait un gros cycle pied-point. Et j'ai l'avantage, c'est que le Mamoudi il a été élu club de l'année en striking. Alexis Barbosa, champion du ONE FC. Elias, numéro 2 du ONE FC. Donc, on a des strikers exceptionnels là-bas. Et quand ils font un cycle de striking, c'est un cycle extrêmement qualitatif. Quand en parallèle ils vont à la lutte le lundi, le vendredi, bah, je sais qu'ils sont avec Max, c'est-à-dire Max, entraîneur du meilleur club de France de lutte. C'est une question, est-ce que tu penses que même le fait que tu aies dû bouger ou pas professionnel, même s'il n'y avait pas, qu'est-ce que tu penses du fait que justement, ça laisse te bouffer l'oxygène de ne pas y être une semaine? Qu'est-ce que tu fais entre y être et de temps en temps ne pas y être? Qu'est-ce que tu en penses ça? Ils aiment bien quand je suis là. Malgré tout, tu le sens. Même tu vois, si tu parles moins ou plus ou moins, ils veulent que tu sois. Ouais, et tu le sens, en fait, il y a un peu moins de monde quand je suis moins là. Il y a un peu, c'est ce que tu sais, dans un cours, il y a la qualité du cours, mais il y a comme une narration du professeur. Et il y a des mecs que tu aimes bien qui te racontent des histoires, et il y a d'autres t'aimes moins. Et donc, quand même, ils aiment bien que je sois là. Et puis, ça les rassure, et puis on construit ensemble, etc. Donc, il y a ce truc-là. Mais, malgré tout, il y a un support qui est très fort qui fait que quand je ne suis pas là, il y a beaucoup de gens sur lesquels je peux m'appuyer, qui sont des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect pour leur qualité pédagogique, pour je sais le niveau auquel ils peuvent amener les gens. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans mon groupe, je ne laisse rentrer, ce n'est pas ouvert à tout le monde, et je ne laisse rentrer que les gens qui vont ensemble. C'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui se présente, qui est très fort, qui se présente dans le groupe, et c'est quelqu'un de très individualiste, moi, il faut que ce soit moi et je suis prêt à écraser les autres pour que ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas. Si tu viens dans mon groupe, c'est que tu es prêt à partager. Et moi, ce que je veux dans mon groupe, c'est qu'on ait des kryptonites. C'est-à-dire que toi, tu es trop fort au sol et toi, tu es trop fort debout. Je vais vous mettre ensemble. Toi, tu es trop fort sur la lutte et toi, tu es trop fort sur le sol. Je vais vous mettre ensemble. Et si on a ces énergies eh ben, finalement, plus égale mieux. Si par contre, les énergies, elles s'éparpillent, plus c'est pas égal à mieux. Donc, choisir les gens, c'est très important aussi. Ça va être un élément encore plus important parce qu'avec la réussite que tu as actuellement et la visibilité que tu as actuellement, tu vas être 2 fois plus demandé. C'est ça. La sélection, elle doit être encore plus, plus poussée. Ouais. Mais la salle, elle est petite. Ouais. La salle, elle est petite. La Donc, salle, elle est ça petite. restera. Les entraînements sont durs. Ouais. J'ai pu le voir. Ouais. Voilà, la réalité, c'est Sur les réseaux, C'est plus ça qui fait que. voilà, les entraînements sont très durs. La salle est petite. La et donc, sélection naturelle. finalement, il y a une forme de sélection naturelle. C'est la loi de Darwin qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne viennent pas beaucoup de fois. Et dernière petite question, tu l'avais évoqué, un retour de Benoît en avril, mai, juin. C'est important pour toi de revenir avant l'UFC Paris du fait de la charge de stress que ça peut apporter? Ouais. Encore une fois, moi je pense qu'un combattant doit combattre. Je pense que la carrière d'un combattant elle est courte. Je pense que quand il s'éloigne trop longtemps des tatamis, le retour dans la cage il est difficile. Je pense qu'il faut être habitué à la cage pour que ce soit un élément dans lequel tu es à l'aise. Et je pense que quand tu as pris des mauvaises sensations, ce qui est le cas de Benoît sur ses 2 derniers combats, contre Dustin, premier round c'est magnifique, deuxième round il prend le KO, il revient contre Moïcano, il n'a même pas le temps de prendre des marques. Le combat commence et c'est un mauvais combat. Dans le deuxième round, il prend des bonnes sensations, mais il ne voit pas. Et du coup, il est arrêté. Et donc, il faut qu'il revienne avant la pression médiatique de l'UFC Paris où il va être méga attendu. À son retour, il va être méga attendu. Mais à l'étranger, être attendu, c'est toujours moins dur qu'à l'UFC Paris. Et ensuite, il pourra revenir à l'UFC Paris. Ça veut dire que du coup, on peut se passer de lui de Paris. Parce que vu la manière dont il combat, on voit qu'il ne s'économise pas. Ça veut dire que le risque de combattre en mai, ça veut dire que le MMA français a de quoi derrière être peut-être de pas être sur l'UFC Paris. Si tu regardes Poirier, Moïcano, je ne pense pas qu'après des combats comme ça, on se dit c'est un mec, 3 mois après, il ne combat pas la manière pour être économie en septembre, non? Je pense que, si tu regardes, Poirier, c'était ça. Je crois qu'il avait combattu en mai, Poirier. C'est ça, c'était mai.
Et puis ensuite, il avait combattu 28 septembre UFC Paris. Avril, je crois. Ou peut-être avril. Mars, Donc, avril. ouais, un combat mai-juin, tu combats à l'UFC Paris. Et ce style bagarreur là qu'il a, qui pour moi sa force, mais qu'on peut aussi lui reprocher Bien sûr. dans certaines situations, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais travailler, que tu aimerais modifier? Pour moi, une erreur que les gens ont fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il est trop agressif, il va trop vers l'avant, il est trop bagarreur. Non, c'est sa force. Tu ne peux pas lui enlever ça. Le mec, il gagne ses combats avec ça. Donc, tu ne peux pas enlever le point qui fait que quelqu'un gagne un combat. On peut avoir une meilleure gestion. Par contre, tu peux enlever les points qui font qu'il perd un combat. Donc, il gagne le combat avec cette force, garde son agressivité, garde cette chose-là. Il perd son combat avec quoi? Des mauvaises gestions de la distance, des mauvaises gestions. Ok, on va te donner des outils pour que quand tu es fatigué, tu dois faire quoi? Il n'a pas voulu être un peu trop technique contre Moïcano? Pour moi, contre Moïcano, il commence pas assez fort. Il est moins agressif. Parce que pour moi, c'est l'histoire de la chaîne IFI. Tu sais, quand tu achètes une chaîne IFI, tu mets le son trop fort. Ouais. Alors, tout le monde crie ouais, Nico, t'as abusé sur le son. Ok. Et du coup, tu mets le son trop bas. Et puis après, tu régules le son et tu le mets au milieu. Pour moi, c'est l'histoire de la chaîne IFI. Il avait mis le son tellement fort avec Dustin qu'ensuite, il a mis trop bas. Trop bas, c'était pas bon. Et aujourd'hui, il va savoir c'est quoi le juste milieu. Mais pour moi, il doit garder cette agressivité, mais avoir des outils de gestion de son cardio, de sa fatigue, de ses choix quand il est fatigué. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Franchement, là, je pense qu'on aurait pu faire encore 2 heures. On avait dit une demi-heure, je crois que ça fait plus d'une heure qu'on est dessus. Les gars, merci. Thomas, merci. Nico, Maxime. Si vous avez un mot à faire passer, un petit message, quelque chose, les gars, allez-y, let's go. Merci pour l'invitation Avec au grand Fight plaisir. Club. Merci le club À Road Road to to Jiu-Jitsu. On était là parce qu'on avait un stage de 3 jours, le trio était réuni. Merci à Max et merci Nico parce qu'on se voit un peu moins parce que moi je bouge beaucoup, mais j'ai toujours le même plaisir en tout cas de vous voir. Pareil. Merci à toi.